Salut, j'espère que vous allez bien et j'espère également qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre à peu près comment est-ce que moi je vois le stock picking de manière générale. Je vais essayer d'être le plus court, je vais essayer d'être le plus concis possible ici afin de vous donner toutes les informations nécessaires. Alors, première chose, enfin, il y aura toujours une première chose à chaque fois. Si vous me connaissez, vous savez, je dis toujours première chose, deuxième chose. Bref, simple, on va aller droit au but. Vous faites du stock picking. Pourquoi? Vous devez le savoir. Parce que vous avez des alternatives. Mais si vous décidez de faire du stock picking, dites-vous une chose, vous devenez des enquêteurs, il faut faire le travail qui vient avec. Et avant même tous ces éléments-là, si je décide de faire du stock picking, c'est parce que je pense, ok, je pense que le stock picking pourrait me permettre d'atteindre mes objectifs financiers le plus rapidement possible. Point à la ligne. Vous n'êtes pas là pour battre le marché. Celui qui vous a dit le contraire vous a clairement menti parce que vous ne gérez l'argent de personne. Vous gérez votre argent. Moi, je charge du 15% par an. C'est mon objectif principal. Donc, quand je sélectionne une entreprise, il faut que la probabilité pour pouvoir générer en moyenne 15% par an ou bien doubler sur 5 ans, parce que ma période de détention est au moins de 5 ans, d'accord? Donc, il faut au moins que l'entreprise double sur les 5 prochaines années. Mais pour doubler, il y a un ensemble d'éléments que l'entreprise doit faire. C'est pour ça que je dis que vous, en tant que stock picker, vous êtes des enquêteurs. Beaucoup de gens pensent que le stock picking, etc., ou bien l'analyse fondamentale, c'est uniquement les chiffres. Oui et non. Les chiffres vous permettent de faire une seule chose, déterminer si l'entreprise mérite votre attention. C'est la raison pour laquelle, si une entreprise mérite votre attention, vous la mettez dans votre watchlist. Les chiffres, ça peut être quoi? Ça peut être ici, chiffre d'affaires, marge brute, marge nette, marge EBITDA, dette nette, free cash flow, et vous prenez l'ensemble ici, vous essayez de déterminer, est-ce que c'est le type d'entreprise que vous aimerez suivre en tant qu'investisseur? Point à la ligne. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, mettons déjà les choses au clair ici. Si vous m'entendez par exemple dire, et déjà même c'est un terme que je vais arrêter d'utiliser, que l'entreprise est sous-évaluée. Déjà je dis maintenant que l'entreprise mérite mon attention, ou bien pourrait mériter mon attention à partir de tel prix. Ça me concerne uniquement moi. C'est moi qui ai fait l'analyse par rapport à mon background à moi. Je ne connais pas tout. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais quand je fixe un prix, c'est par rapport à moi. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, regardez Nice. C'est une compagnie, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, ce n'est pas le but de cette vidéo de manière générale. Quand vous remarquez ceci, croissance du revenu, n'est-ce pas? Marge brute, qu'est-ce qu'on observe? On a une croissance de la marge, en tout cas on a une stabilité de manière générale. Mais je constate déjà ici qu'on a une inflexion. Peut-être que ça va vous sembler, voilà, pas très important, etc. Mais pour moi c'est important, je dois savoir pourquoi. Parce que mon travail c'est d'enquêter. Pourquoi? Parce que j'enquête parce que les chiffres sur lesquels je me base en date d'aujourd'hui pour déterminer si l'entreprise mérite mon attention, ce sont les chiffres d'hier. C'est le passé. Mon rôle, c'est d'abord d'identifier est-ce que ces chiffres-là correspondent à l'idée que je me fais d'une entreprise qualitative? L'idée, vous avez entendu? Maintenant, une fois que c'est validé cette partie-là, j'essaie de... Voilà, j'identifie... Voilà, je modélise un prix dépendamment de ce que je pense du secteur d'activité, etc. Mais ce n'est pas forcément ce prix-là que je vais payer. Par exemple, Nice aujourd'hui, voilà, croissance des revenus, les marges brutes sont plutôt stables. Est-ce qu'on a des free cash flow? On a des free cash flow ici. Les free cash flow sont également plutôt stables ici. Disons que c'est une entreprise qui génère à peu près 400 à 500 millions de free cash flow par an. Quand on regarde ici la croissance, les attentes des analystes sur les années suivantes, on s'attend à peu près à du 700 millions. OK, les analystes s'attendent à ceci. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise? Voilà une question que je dois toujours me poser. Donc, je vais à peu près regarder ceci. Est-ce que c'est une entité prévisible? Et donc, quand je check un tout petit peu ici, je vois comment 90% du temps, les analystes ont de bonnes prévisions. Ça, c'est face graph. OK? Donc, ici, je peux voir que ça peut être un business prévisible, donc ça pourrait m'intéresser. Mais je ne sais même pas encore ce qu'elle fait. Et peut-être en lisant sur les rapports financiers de la compagnie, etc., je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. OK? Mais je ne peux pas le voir avec des chiffres. Je peux uniquement déterminer si elle a le profil en termes quantitatifs d'une entreprise qui pourrait mériter mon attention. Point. Et donc, si je m'assois maintenant et je dis que, OK, l'entreprise, dépendamment de ce qu'elle fait, bon, c'est un business qui pourrait se payer à 15 fois les cash flows, etc., boum, ça pourrait valoir à peu près aux alentours des, disons, on va le mettre ici aux alentours de 600, enfin, ça c'est en monnaie israélienne, je vais la mettre ici voilà, on va mettre ça ici. OK. Donc, je pourrais dire ici que, OK, c'est une entreprise qui pourrait valoir, je ne paierai pas plus de $200 sur cette compagnie, ou bien plus de $184.
sans prendre en considération la dette, bien sûr. Ou bien je pourrais me situer ici, vu que c'est un business qui est assez prévisible. Je dis, OK, pas plus, je ne paierai pas plus que 230. Vous voyez, entre 200, 230, 184, c'est quoi le chiffre finalement? Ça va dépendre de votre compréhension du business en lui-même. Parce que la valeur d'une entreprise dépend de 3 éléments. Le cash flow, l'incertitude et la valeur de l'argent dans le temps. Le cash flow dépend de 4 éléments. Le timing, quand est-ce que je vais recevoir les free cash flow? À partir de quelle année? Demain, après-demain, dans 7 ans? Ça impacte la valeur. Ensuite, la durée de ces free cash flow-là, ça impacte la valeur. Si je vais recevoir des free cash flow demain, mais que ça sera uniquement pour demain, après ça on tombe à 0, la valeur sera impactée dès aujourd'hui. Quelle sera la magnitude de ces free cash flow-là? Quand on parle de magnitude, est-ce que ça sera 1 ou 5 ou 10 $? Et ça de manière stable et croissante, ou bien uniquement ponctuelle. Ça, c'est la magnitude. Et le 4e élément ici, c'est, comment on appelle encore ça? Ça va me revenir parce que l'idée ici, c'était justement, comme je l'ai dit, ces 3 éléments. Vous avez la durée, ok? Vous avez la magnitude, vous avez le temps, le timing, et vous avez la croissance. Est-ce que si je reçois $1 demain et que ce $1 est en croissance sur les 365 jours, est-ce que cette entreprise-là aura la même valeur qu'une entreprise qui aura uniquement $2 demain, ensuite 0? Et le ensuite 0 là, ça va dépendre de votre compréhension du business. Malheureusement ici, quand je dis bien malheureusement, nous n'avons que 24 heures dans une journée. 24 heures. Vous comme moi. Et pendant ces 24 heures, vous êtes actif, disons, 12 heures. Je dis bien actif 12 heures. Peut-être que certains font plus que ça, mais disons 12 heures. Si vous travaillez également, disons qu'il vous reste à peu près 4 heures. Si vous passez du temps dans les transports en commun, etc., il va peut-être vous rester 2 heures dans la journée pour vraiment faire du stock picking. Donc, il faut déjà aimer ça. Le stock picking, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il ne faut pas avoir honte d'accepter que ce n'est pas fait pour moi. C'est la raison pour laquelle vous devez vous concentrer sur des entreprises que vous comprenez. On commence par les chiffres, on met dans la watchlist, et maintenant on commence à étudier ces entreprises. Vous n'avez pas besoin d'avoir une watchlist de 700 entités comme moi. Parce que moi, je peux faire l'analyse quantitative, tout ça ne me dérange pas plus que ça. Mais parmi ces entreprises, il y a peut-être certaines sur lesquelles je ne vais jamais investir. Je les connais, pas toutes, mais disons que sur les... Parce que c'est une watchlist de... J'ai une watchlist de combien d'entreprises? J'ai à peu près 724 entreprises. Et mon but est peut-être de réduire cette watchlist-là, disons, à 200 ou ce genre de choses. Mais je sais pourquoi je garde ça à ce niveau, parce que dans cette watchlist, il y a également des entreprises qui ne vont pas forcément m'intéresser, mais qui sont dans des secteurs en particulier, parce que j'étudie les secteurs. On analyse une entreprise par rapport à elle-même, sur le plan opérationnel, free cash flow, machin truc, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses clients. Voilà les questions que vous devez vous poser. Parce que parfois, disons que Broadcom m'intéresse, mais finalement, en étudiant Broadcom, je me rends compte que je préfère investir sur un de ses clients. Vous voyez? Par exemple, l'immobilier résidentiel, la construction immobilière résidentielle aux États-Unis m'intéresse, mais en analysant le secteur, je me rends compte que je préfère investir sur les détaillants comme Home Depot parce que c'est un peu plus stable. Vous comprenez? Vous devez analyser le secteur, les entreprises, les concurrents, les fournisseurs. De façon qu'on parle du secteur, vous allez parler, vous allez directement, vous aurez la chaîne de valeur. Et dans cette chaîne de valeur, où est-ce que vous voulez vous positionner? Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-ci, j'ai choisi d'investir uniquement sur les compagnies logicielles et sur ce qu'on appelle des hyperscalers de manière générale. Et quand je dis hyperscalers, certains bien identifiés. Et donc, tout ce qui concerne la vague IA, donc l'infrastructure avec les semi-conducteurs, etc., je laisse ça aux autres. C'est le combat que je choisis de mener. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là que je peux avoir un edge. Et si votre edge, ce sont les mémoires, les équipements, style ASML ou bien les foundries, c'est votre edge. N'hésitez pas à en profiter et maximiser dessus. Mais le socle, c'est quoi? C'est la compréhension. L'analyse fondamentale, c'est de l'art. Ce n'est pas une science exacte. Ceux qui sont là pour attendre un chiffre précis, je vous l'ai souvent montré très souvent sur certaines de mes vidéos, les gens attendent, enfin la majeure partie des personnes attendent uniquement la partie où on parle des chiffres, la partie où on parle de la valeur, ça vaut 150. Je suis pas, pour moi, elle est sous-évaluée, machin. Ça, c'est la partie la moins intéressante de toute une vidéo.
C'est la moins intéressante. C'est celle qui ne vous apporte concrètement rien. Et je dis bien rien. La partie la plus importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce chiffre? Et est-ce que je suis d'accord avec ça? Maintenant, quand je vais lire sur Nice, il y a peut-être un truc qui ne va pas m'intéresser. OK? Et au lieu de payer 15 fois les bénéfices, je vais peut-être me dire non, 10 fois les bénéfices, c'est correct pour moi. C'est le risque que je suis prêt à prendre. Parce que le but, c'est de bien dormir la nuit. Donc, si vous arrivez sur cette chaîne, ou bien si vous êtes là, vous êtes un nouveau, un ancien, sachez une chose. Quand je parle de chiffres, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas d'aller acheter une entreprise en vous basant sur des chiffres. Parce qu'une entreprise peut être sous-évaluée pendant très longtemps. Mais la question de la sous-évaluation n'est pas la seule chose. Qu'est-ce qu'elle fait donc pour relever la valeur? Il est où le catalyseur? Est-ce que les éléments qui ont permis de générer ces beaux chiffres d'hier sont encore présents aujourd'hui? Peut-être pour avoir un chiffre d'affaires aussi croissant, elle a fait des acquisitions. Donc, elle a acheté la croissance. Et acheter la croissance, ça ne veut pas forcément dire qu'on prend de bonnes décisions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Elle commence à le faire timidement. Et c'est déjà une bonne chose. Donc ici, l'entreprise met en pratique, commence à utiliser un levier qui pourrait être potentiellement un catalyseur. Et maintenant qu'on étudie le business par rapport à ce qu'elle fait, est-ce que c'est un business qui a du potentiel? Est-ce que c'est un business qui a de l'avenir? Pourquoi est-ce que le marché vous propose une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? On ne vient pas s'asseoir, on se dit qu'ok, je vais acheter une entreprise comme, disons, je prends un exemple parce que j'ai fait un, voilà, c'est l'entreprise qui me vient en tête ici, je n'ai rien contre cette compagnie, Pilgrims, qui vend du poulet par exemple. Le poulet, c'est une commodité. Donc quelqu'un va s'asseoir, il va dire, ah, 6 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. Rappelez-vous, la valeur d'une entreprise dépend de quoi? Les cash flows, l'incertitude et la valeur de l'argent dans le temps. Disons que la valeur de l'argent dans le temps, disons que c'est le risk-free rate ici, ça peut être le 10 ans américain, etc. Si vous investissez majoritairement aux États-Unis, en Amérique du Nord, si c'est au Canada, vous allez prendre peut-être ici également le 10 ans canadien, etc. Vous faites un mix des deux. Mais globalement, on va se situer aux alentours de 6%. OK? Ça pourrait changer. D'accord? So, laissons la valeur de l'argent dans le temps de côté. Prenons l'incertitude. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que quand on était en 2024, c'est une entreprise qui générait 5,42 $ par action. Le marché a payé 54 $ pour cette compagnie à 10 fois les bénéfices. Tu arrives aujourd'hui, tu viens d'apprendre à peu près comment est-ce qu'on analyse les compagnies, l'analyse quantitative, et tu sais qu'ok, quand ça se négocie en dessous de 15 fois les bénéfices, en dessous de 10 fois les bénéfices, c'est un bon prix. C'est potentiellement un investissement. Mais est-ce que ça te dit que, est-ce que tu sais que dans cette compagnie, tout est cyclique? C'est un business cyclique. Donc, l'incertitude est très élevée par rapport à la pérennité des cash flows. Quand on regarde les cash flows, rappelle-toi, cash flow dépend de quoi? Le timing, quand est-ce que je vais recevoir? La durée, la magnitude et la croissance. Ici, le timing, il est là. Je reçois l'argent aujourd'hui. La magnitude, vous voyez déjà que ça commence à être un tout petit peu différent parce que pour que cette entreprise génère du bénéfice, il a fallu que le prix du poulet augmente. Or, elle ne contrôle pas le prix du poulet, elle contrôle quoi? Les coûts de production. C'est à ce niveau-là qu'il y aura l'avantage concurrentiel. Et donc, je dois étudier l'avantage concurrentiel. Je me pose la question de savoir quelle est la moyenne du prix du poulet sur les 20, 30 dernières années. Et est-ce que si le prix revient à la moyenne ici, cette compagnie pourrait gagner de l'argent? Est-ce que je l'achète en dessous des actifs tangibles nets? Bref, je dois comprendre ce que l'entreprise fait. Et au-delà même de tout ça, est-ce que c'est même un secteur d'activité qui m'intéresse? Parce qu'au prix actuel, l'entreprise est peut-être correctement évaluée ou bien surévaluée. Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne connais pas le secteur. Heureusement, vous vivez dans une période où maintenant, vous avez l'IA. Mais comme d'habitude, vous avez la même problématique. Vous ne savez pas poser les questions, ou bien vous posez des questions qui ne sont pas du tout importantes. Ou bien qui vous donnent plus de bruit que de signal. Or, nous cherchons le signal. Quels sont les éléments qui comptent réellement ici? C'est ça qui nous intéresse. Qui sont les concurrents de Pilgrims? Pourquoi est-ce que les clients achètent chez Pilgrims plutôt que chez nos concurrents? Qui sont les fournisseurs de Pilgrims? Peut-être en étudiant Pilgrims, tu vas te rendre compte qu'il est peut-être préférable d'investir sur ceux qui fournissent l'équipement parce qu'ils vendent également des produits pour la maintenance. Boum! Peut-être sur Airbus et Boeing, il est peut-être préférable d'investir sur qui? Safran. Parce qu'on parle de pénurie de moteurs, machin, truc. C'est eux qui ont le pricing. Ou bien Eiko. Bref, l'entreprise qui vous intéresse n'est pas forcément celle sur laquelle vous allez finir par investir
en lisant, après avoir lu les rapports financiers, je vous prends toujours l'exemple de CVS. CVS, en lisant sur CVS, j'ai appris que les plus gros fournisseurs de CVS, c'était qui? McKesson, Cardinal Health ou bien Amerisource-Bergen. Et c'est que ces trois entreprises détiennent 90% du marché de la distribution de médicaments aux États-Unis. Boum, ça fait tic. Je dis, OK, pour entrer dans ce secteur, est-ce que c'est aussi facile que ça? Il faut des permis. Et pour maîtriser 90% de la distribution, ces entreprises ont fait des centaines d'acquisitions. Au point où, au niveau actuel, si je te donne 1 milliard, tu ne peux pas concurrencer ces entités. Tout simplement parce que c'est là. Tout ce qu'elles font, c'est uniquement être ces entreprises veulent être uniquement, chacune veut être la plus efficiente possible. Excusez-moi, je bégaye, etc. Certains me disent souvent ici que oui, ben, c'est pas très bon pour les oreilles, etc. Faites comme vous voulez. D'accord? Je réfléchis très vite. Donc, je ne peux pas changer cette partie-là. On referme cette parenthèse-là. Et donc, maintenant, ceux qui sont là pour l'esthétisme, bye. D'accord? Donc, excusez-moi, actuellement, si je parle de ce sujet, c'est parce qu'il est très, très important. Vous abordez le stock picking avec la mauvaise connexion. Ce n'est pas pour rien que je m'assois toute la journée ici, je parle d'analyse sectorielle. Parce que l'analyse sectorielle, c'est notre macroéconomie. La macroéconomie ne m'intéresse pas beaucoup, la macroéconomie généraliste, où on va vous dire que voilà, le coût du travail aux États-Unis, le taux de l'emploi a augmenté, baissé, machin truc. Ça, c'est général. Je préfère la macroéconomie sectorielle. Et pour avoir une idée de la macroéconomie sectorielle, il faut lire sur les entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité. Parce que l'une des questions même qu'on pose généralement, c'est dans quel secteur d'activité elle exerce? Qui sont ses concurrents lane par lane? Amazon est un concurrent d'Alphabet, n'est-ce pas? Amazon était également un concurrent de Walmart. Est-ce que Walmart et Alphabet font la même chose? Non. Pourquoi Amazon et Alphabet sont des concurrents? Parce que certains segments d'Amazon coïncident avec certains segments d'Alphabet. Et donc, quand tu vas prendre ici un screener, tu vas dire, OK, Amazon, quels sont les concurrents ici? Et tu vas te limiter au secteur d'activité. Tu es déjà en train de commettre une grosse erreur. Parce que le secteur d'activité d'Amazon, ça va être uniquement lié, premièrement, selon enfin, pas les formules, mais selon on va se dire, selon les codes de manière générale ici, ça sera uniquement lié à la partie qui rapporte le chiffre d'affaires le plus élevé. Et donc, si demain, AWS a le chiffre d'affaires le plus élevé au sein d'Amazon, je dis bien le chiffre d'affaires, vous allez voir que le secteur et l'industrie vont changer. C'est comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on étudie, on veut savoir ce que l'entreprise fait. Quels sont les segments d'activité? OK? Comment ces segments d'activité-là fonctionnent entre eux? Donc, est-ce que la partie e-commerce ici et la partie AWS, est-ce qu'ils communiquent? Est-ce que e-commerce est client d'AWS ou bref? Vous essayez de comprendre comment est-ce que la machine fonctionne. Parce que c'est la compréhension. Je vous ai dit qu'on est des enquêteurs. On est là pour enquêter. Et on se base sur les petits biscuits que le management va avoir tendance à distiller. Conférence call, interview par-ci, ou bien, voilà. Ou bien, voilà, conférence call, interview, ou bien, ça peut être une conférence sur une autre entreprise où quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. Ou bien ça peut même être parfois sur un podcast. Pour avoir une idée générale. Vous n'aurez jamais le tableau le plus clair possible avant d'investir sur une compagnie. Mais vous devez avoir les informations qui comptent réellement. Reprenons l'exemple de Nice. Nice a commencé à racheter ses actions. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que son marché final ou bien son marché potentiel, est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est stable? Est-ce que c'est un marché qui meurt? Qui sont les clients de Nice? Pourquoi ils commandent chez Nice? Qui sont les concurrents? Pourquoi ils ne vont pas chez les concurrents? Qu'est-ce que Nice a de plus que les autres? Peut-être Nice a un produit qu'elle vend que les autres ne pourront pas répliquer. Ou bien en lisant, vous allez vous rendre compte que Nice est plus sujet ici aux menaces liées à l'IA. Peut-être parce qu'elle n'est pas basée sur les données propriétaires. Et là, ça peut changer votre lecture des choses. Que l'entreprise fasse des acquisitions, que l'entreprise rachète des actions, rachète des actions, que les marges sont en croissance. Vous avez déjà identifié un élément qui pourrait faire tomber littéralement toute la thèse. Et la question est de savoir, est-ce que je suis à l'aise avec tout ça? « Rappelez-vous de la formule, je veux bien dormir la nuit.
Parce qu'on vous dit souvent que oui, quand tu achètes une compagnie, il faut être prêt à en acheter plus. En fait, c'est qu'on ne dit pas ce qu'il faut bien comprendre la compagnie pour acheter plus. Ou bien pour continuer à acheter quand bien même ça paraît surévalué. OK? Donc, j'espère que je vous ai donné à peu près une idée générale de comment est-ce que moi je vois le stock picking. Vous pouvez continuer à voir le stock picking comme vous voulez. De toutes les façons, chacun aura tendance à forger sa propre philosophie d'investissement. Mais pour moi, les chiffres me servent uniquement à déterminer si l'entreprise mérite mon attention parce que je n'ai que 24 heures dans la journée. Maintenant, le reste du travail, c'est moi qui dois le faire. Sur le plan opérationnel de la compagnie, par rapport aux concurrents de la compagnie, par rapport aux fournisseurs de cette compagnie, OK? Opérationnel, client, fournisseur, concurrent. Ces 4 éléments-là, boum. Au-delà de tout ceci, je dois comprendre comment le secteur d'activité fonctionne pour identifier les barrières à l'entrée. Parce que si on est dans un secteur d'activité où les barrières à l'entrée sont très peu élevées, je prends toujours l'exemple, par exemple, on va prendre Procter & Gamble. OK, je ne dis pas que c'est une mauvaise entreprise, etc., machin truc, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, dans le secteur des CPG, c'est de plus en plus facile de rentrer dans ce marché. OK? C'est de plus en plus facile. Mais, quel est l'avantage de Procter? C'est peut-être le réseau de distribution que les autres ne peuvent pas avoir. Coca-Cola, vous pensez que ce n'est que la marque? Eh bien, mes amis, Coca-Cola, Pepsi, c'est d'abord le réseau de distribution. Parce que si vous faites un partenariat avec Coca aujourd'hui, imaginez que ta marque s'appelle Saint-Glengleng, Water, ou bien Water, comme vous voulez, et que vous faites un partenariat ici avec Coca-Cola, si vous vendiez 1 million hier en termes de bouteilles, dès le lendemain, vous allez faire un partenariat avec Coca-Cola, vous pouvez littéralement vendre 10 millions. Tout simplement parce que Coca-Cola va avoir tendance ici à distribuer vos produits avec le plus grand nombre de magasins possible, parce que Coca-Cola est dans presque tous les magasins dans ce monde. Voilà la clé de Coca-Cola. Bon, et encore, Coca-Cola, c'est un vendeur de sirop, hein, parce qu'elle a ses propres embouteilleurs, machin truc, ça c'est une autre histoire ici. Mais bref, voilà à peu près un avantage concurrentiel, c'est à ce niveau-là. Donc si je travaille au niveau là, si quelqu'un te dit oui, mais c'est de plus en plus saturé, etc., tout le monde ne peut pas construire le même réseau de distribution que Coca-Cola en un jour. Avec 1 milliard même, ça sera insuffisant. OK? Donc, le stock picking, il faut le voir pas juste avec le PE, en se basant sur ça vaut combien. Non, le valoir combien dépend de la compréhension du business, du cash flow. Et le cash flow, vous savez de quoi il dépend de quoi? De l'incertitude et de la valeur de l'argent dans le temps. Prenons un exemple. Si le 10 ans américain demain est à 20%, aucune entreprise ne va se... Je dis bien, la majeure partie des entreprises vont avoir tendance à se négocier en dessous de 5 fois les bénéfices. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je vais aller investir pourquoi est-ce que je vais acheter des entreprises individuelles alors que je peux acheter les bons du Trésor américain qui sont théoriquement, je dis bien théoriquement, des taux sans risque, donc où il y a de fortes chances que je récupère mon capital. Vous vous rappelez l'équation que je vous donne souvent ici? Au lieu de vous poser la question de savoir l'entreprise, est-ce que je paye 20 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices, retourne l'équation. Est-ce que si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes ici, surtout si les dividendes sont prévisibles, etc., est-ce que le rendement est élevé? Prenons cet exemple, l'exemple de CVS. CVS, c'est peut-être 7 $ par action en 2026. Disons que c'est un business assez prévisible. 80% du temps, les années font de bonnes prévisions ici. Et qu'aujourd'hui, on me demande d'acheter ce business à 98 $ à l'action. C'est 7% de rendement. Je compare avec ce que le marché propose. Et quand bien même ce que les bons du Trésor proposent, ou bien ce que d'autres entreprises proposent dans ce secteur d'activité. Mais dites-vous que si le marché me propose un rendement pareil, c'est peut-être parce que la magnitude des bénéfices est incertaine. La croissance est peut-être incertaine. Le cash flow est peut-être... Le timing des cash flow est peut-être incertain. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous vivez une période où vous ne vous rendez pas compte de la richesse dans laquelle on vit en date d'aujourd'hui, en termes d'information, mais également on souffre d'infobésité. À l'époque, posez la question à vos grands-parents.
Je pense qu'ils ont vécu cette période-là. Pour ceux qui ont fait du stock picking avant, il fallait aller peut-être dans des bibliothèques ou bien commander le rapport annuel pour ceux qui lisaient, ou bien attendre le journal du vendredi ou bien du soir pour avoir une idée générale. Aujourd'hui, un clic, bim, badaboum, je suis sur Internet, où il y a peut-être un kidam qui est en train de m'expliquer comment est-ce qu'une industrie fonctionne. Mais moi, je vais détourner mon attention et aller regarder à peu près, est-ce que c'est sous-évalué ou pas? Alors que ce n'est pas la bonne question. Est-ce que je comprends ce secteur d'activité? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ce secteur-là existe même d'ailleurs? Il est né de quoi? De quelle problématique? Il résout quoi comme problème? Je dois comprendre. En comprenant, ça me permet de détenir. Aujourd'hui, tu peux rien me dire sur Amazon. Ça ne me dérange pas, j'achète au prix actuel. Je ne me casse pas la tête. Comme aujourd'hui également, la concurrence sur le streaming. J'ai toujours dit, les 5 derniers, ceux qui vont avoir tendance à gagner, ce sont les Netflix. Netflix n'a même pas besoin de racheter qui que ce soit. OK? Parce qu'elle a déjà la distribution. Donc, au prix actuel, même Netflix, c'est une entreprise qui est intéressante. Il y a de fortes chances que je ne perde pas d'argent. OK? Mais ça, c'est mon avis. Quelqu'un d'autre va te dire ici que, bon, moi, j'ai analysé Netflix. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je n'aime pas peut-être la façon dont, ici, ils comptabilisent ici les intangibles ou ce genre de choses-là. Et c'est son avis. Respectez-le. De toutes les façons, c'est le long terme qui compte. Et tôt ou tard, à long terme, on verra qui avait raison ou tort. Et il faut avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître quand on a eu tort. Parce que c'est une leçon supplémentaire, on avance. Vous n'avez pas besoin ici d'avoir vous n'avez pas besoin d'avoir 100% raison sur toutes vos transactions. Si vous avez juste, parfois même, ces 5 entreprises qui tirent toutes vos performances durant tout le restant de votre vie. Juste 5, tout simplement parce que vous les aurez achetées au bon moment et ça sera des multiples baggeurs. C'est ça qu'on recherche. Mais très souvent, l'entreprise est juste sous-évaluée. Par exemple, rappelez-vous, les compagnies de tabac, on connaît, tout le monde vous a déjà tout raconté ici, que oui, le tabac, de moins en moins de consommation, ça donne des maladies, machin, truc, ça c'est vrai. Mais également, ça continue à produire énormément de cash, ça peut être un cigare butt moderne. OK? Ceux qui ont acheté des compagnies de tabac à une époque, est-ce que ces personnes-là sont en train de regretter un tout petit peu en date d'aujourd'hui? Non, ils sont bien contents. Et le seul regret qu'ils ont, c'est pourquoi je n'ai pas acheté plus. Rappelez-vous, à une époque, je parle de ceux qui ont commencé à investir en 2020, etc. Il paraît que Verizon allait faire faillite. Peut-être pas le cas aujourd'hui. Et encore, ces entités ont des actifs cachés. Je parle ici du Spectrum. Vous allez voir des entités comme les AT&T, etc. En fait, je ne suis pas en train de vous dire qu'elles sont intéressantes, extraordinaires, etc. Mais chacune, quand le marché vous propose une opportunité d'investissement, parce qu'il vous propose, il ne vous oblige pas à acheter. C'est parce qu'il y a un problème. Et mon rôle est d'identifier si le problème est temporaire ou durable et si je suis à l'aise à ce prix-ci pour prendre le risque d'y investir. Et quelle est la pondération que je pourrais allouer à cette compagnie dans mon portefeuille. Parfois, je pourrais juste décider de ne pas acheter une entité parce que je n'aime pas le secteur d'activité. C'est également une décision d'investissement. Et il ne faut pas avoir de regrets. Oh, j'aurais dû, pourtant j'avais vu. Non. Est-ce que j'allais bien dormir la nuit? Ceux qui disent aujourd'hui que ouais, mais j'aurais dû acheter du ASML à $600. Tu faisais quoi? Peut-être qu'à $600, le narratif ambiant te vendait la peur. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. C'était hier. Hein? Et celui qui arrive aujourd'hui, qui achète, est-ce que le prix actuel est intéressant? Mais lui, il va peut-être voir le monde avec des lunettes roses. Et donc, si moi, je vais m'asseoir ici, je dis, OK, je vais analyser cette compagnie. Je ne paierai pas plus que 550 € l'action. C'est un très bon business. Mais l'autre question, c'est si j'avais déjà investi sur cette compagnie, est-ce que j'aurais vendu au prix actuel? On vend pour plusieurs raisons, on achète pour une seule raison. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Bref, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, sur chacune de mes vidéos, je vais avoir tendance à vous renvoyer ici. De toute façon, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo-ci, mais de manière générale, ça va répondre. Je n'aurai plus besoin de vous dire ici, allez lire vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, etc. Vous êtes des grandes personnes. Chacun prend sa décision ici. Personne n'est l'enfant de qui que ce soit. Vous vous occupez de vous avant tout. Je dis bien, vous êtes responsable de vous avant tout. Personne n'est... Ma seule responsabilité ici, je dis bien, la seule, et encore,
Enfin, la seule responsabilité, c'est vraiment de vous parler uniquement de ce que je peux comprendre. OK? Point. Donc, j'espère que les choses sont claires. Et n'oubliez pas, vous pouvez accélérer vos différentes, enfin, pas connaissances, mais vos compréhensions d'une entreprise en utilisant les bons prompts. Et ça également, on revient toujours à la base, le questionnement. Parce que la finalité, ce sera quoi? Le jugement. Si vous voulez juger sur une vous allez juger une entreprise en posant les mauvaises questions. Il y a de fortes chances que vous ne gagnez pas d'argent, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. OK? Vous avez sans doute une bibliothèque de prompts quelque part ici, en description de cette vidéo-ci. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder celle-ci. Je ne sais pas à quel niveau on sera ici, ou soit la communauté, ou ce genre de choses-là. Bref, mon disclaimer est terminé. Je m'arrête là. Maintenant, vous êtes prévenus. C'est le moment de commencer à voir le stock picking pour ce qu'il est. Si vous n'aimez pas lire, ne faites pas du stock picking. Je dis bien, vous n'aimez pas lire, ne faites pas du stock picking. De toute façon, en matière de stock picking, il y a 3 personnes. Les observateurs, ceux qui ne font jamais rien, ils regardent juste. Les suiveurs, ceux qui ne prennent jamais de décision, ceux qui ne font jamais d'analyse également. Et les faiseurs. OK? Vous choisissez. Si vous êtes un observateur, allez faire des ETF. Si vous êtes un faiseur, un suiveur, rapprochez-vous de quelqu'un en qui peut vous permettre ici de gagner en compétences, mais tout en ayant pour objectif de devenir un faiseur. Moi, je cherche les faiseurs. OK? Mais j'ai été un observateur. Je suis devenu un suiveur. Enfin, j'ai été un observateur. J'ai été un suiveur. Et là, j'ai la prétention d'être un faiseur. Et le stock picking, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. L'analyse fondamentale, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que je vais investir sur cette compagnie, mais les informations que je vais avoir tendance à accumuler en date d'aujourd'hui pourraient me servir plus tard pour prendre une décision d'investissement. Donc, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et la décision finale vous revient toujours. Soit de vendre ou d'acheter, mais tout ce sera basé sur quoi? Votre compréhension. Et vous ne pouvez pas déléguer la compréhension. OK? Merci.